Bienvenue dans votre émission High Tech 221. C'est l'émission qui vous donne votre dose d'information. C'est parti pour 26 minutes. Restez connectés. Nous parlons du e-business avec le salon international qui s'est tenu au CICES. C'était une occasion donc de regrouper tous les acteurs du digital, mais aussi des startups et des ministères. L'idée était vraiment de parler du e-commerce. C'est pourquoi nous avons donné la parole à Ibrahima Diagne, qui est le directeur général de Guinée 2000, qui a un peu exposé sur le devenir du e-commerce au Sénégal. Alors, nous sommes venus au salon e-business pour présenter une perspective du e-commerce, non pas vue sous l'angle pratique auquel les gens sont habitués à discuter, mais vue sous l'angle stratégique, c'est-à-dire quels sont les défis auxquels l'Afrique peut être confrontée dans ce e-commerce. Nous avons soutenu l'idée que la recherche de la valeur dans la transaction du e-commerce est essentielle. Et il faudrait aujourd'hui voir si cette valeur, elle repose sur le produit, si elle repose sur le client ou si elle repose sur la transaction. Et dans notre exposé, nous avons essayé de partager avec l'audience le fait que la valeur se trouve essentiellement dans la transaction. Et que si l'Afrique se contente à avoir un e-commerce de produits, elle finira par ne pas bénéficier de la valeur de son potentiel de marché. Et cela peut représenter une menace parce que si l'ensemble des consommateurs africains sont soumis à un e-commerce qui ne produit pas de la valeur pour l'Afrique, demain l'Afrique aura encore des défis plus importants à relever en matière d'économie, en matière de création d'emplois. Guinée 2000 est une entreprise qui a déjà beaucoup investi sur les services qui permettent au e-business local, domestique, avec une valeur ajoutée locale de pouvoir se développer. Et au-delà de cela, nous voulons partager avec les acteurs de l'écosystème. Il y a l'État, il y a le secteur privé, il y a les opérateurs techniques, que ces gens-là prennent conscience que nous devons construire un écosystème qui produise de la valeur. Parce que ce qui est important dans tout ce qu'on fait, c'est quelle est la valeur qui est produite. Est-ce que la valeur, elle reste nationale ou est-ce que la valeur, elle reste extravertie? Si elle est extravertie, il y a des menaces à court et moyen terme. Si elle est résidente, la valeur, alors là, on construit vraiment quelque chose de durable pour nos économies. Alors, ma vision par rapport au numérique du Sénégal, c'est que les acteurs sont très dynamiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup d'innovations. Le nombre d'idées pertinentes que je vois par mois ou par semestre défiler au Sénégal est impressionnant. Maintenant, il reste la magie qu'il faut pour que ces idées, pour que ces efforts puissent être traduits en valeur. Et ça, l'État a un rôle à jouer. L'État doit mettre en orchestration tout le potentiel numérique du Sénégal. Et comme c'est une dimension transversale, c'est assez difficile parce que l'État ne peut pas verticaliser la dimension numérique. L'État est obligé de la rendre transversale et la rendre transversale veut dire que c'est au plus haut sommet de l'État que la question numérique doit être traitée pour que cela puisse produire de la valeur. Donc ça reste également un discours que nous répétons à chaque fois, que le numérique ne peut pas marcher tout seul. Le numérique doit marcher lorsqu'il est soutenu et celui qui a la force de le soutenir, c'est l'État. Avec le développement des TIC, plus la peine de se déplacer pour prendre sa livraison. Un jeune Sénégalais vient de lancer une nouvelle application qui s'appelle Yobantel Express. Comme vous l'entendez, c'est pour faire des livraisons express. Son nom, c'est Badou Badji. Nous avons donné la parole. Yes, donc c'est Yobantel Express SARL. L'idée m'est venue tout simplement parce que j'ai été moi-même confronté un petit problème pour recevoir un colis qui venait de Thiès et que je devais recevoir à Dakar. Donc j'ai eu pas mal de soucis à récupérer ce colis, appeler le chauffeur, ne pas obtenir le chauffeur au téléphone, etc. Donc j'ai eu cette idée qui permet en fait aux gens d'envoyer un colis, d'envoyer ou de recevoir un colis via des points relais, tout en suivant le colis avec une géolocalisation et tout en sécurité. Donc le concept c'est quoi? C'est une application mobile en fait. Ça se découpe en quatre acteurs. Donc il y a l'expéditeur qui souhaite envoyer un colis. Il y a les transporteurs, donc je dis bien mot transporteur et pas chauffeur, donc qui eux transportent le colis. Il y a les points relais qui enregistrent pour l'envoi et la réception de colis. Et il y a le destinataire final. Donc tous ces acteurs
sont sur une application mobile ou sur une plateforme web, internet, pour savoir où est-ce que se trouvent les points relais pour l'envoi et l'expédition de colis et où se trouve en temps réel le colis. Si aujourd'hui je souhaite envoyer un colis par exemple à Ziguinchor, donc je me rends dans le point relais le plus proche de mon domicile, d'accord, qui font partie du réseau Yobant Express, du réseau YES. Donc il y a un sigle YES. Je me rends sur les lieux, je donne les informations à l'agent relais, donc je décline mon identité à moi-même et l'identité du destinataire, donc nom, prénom, etc. avec ma carte d'identité. Ensuite, l'agent relais donc saisit tout ça, il appose, il pèse le colis, il appose un code barre sur le colis qui est la carte d'identité du colis. Automatiquement, le destinataire reçoit SMS comme quoi un colis lui est adressé. Moi aussi, en tant qu'expéditeur, je reçois un SMS qui me dit que j'ai envoyé tel colis pour telle personne. Ensuite, les transporteurs reçoivent des notifications. Donc celui qui est en route pour Ziguinchor et qui est inscrit sur la plateforme Yobant Express reçoit une notification. À ce moment-là, il peut accepter de prendre en charge le colis et de l'emmener à bon port, donc à Ziguinchor. Une fois arrivé à Ziguinchor, il le dépose dans un point relais et le destinataire final reçoit un SMS qui lui dit que son colis est arrivé. À ce moment-là, il peut aller le chercher quand il veut. Les cibles, on va dire qu'on s'adresse à toute la population parce qu'aujourd'hui, tout le monde envoie des colis, tout le monde fait le Yobante, ce qu'on appelle le Yobante, le système d'envoi, mais c'est informel. Donc tout le monde envoie des colis, tout le monde va au garage pour voir un chauffeur, pour lui remettre un colis ou une lettre, etc. Donc nous, en fait, on dit aux gens de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire, mais de passer par un système un peu plus formel, en laissant pièce d'identité, avec plus de traçabilité et beaucoup plus de sécurité. Donc on s'adresse aux étudiants, on s'adresse aux chauffeurs de taxi, on s'adresse aux transporteurs en commun, aux piétons, aux femmes mariées, on s'adresse à tout le monde. La population, c'est tout le monde en fait. Voilà le concept. Nous arrivons maintenant dans notre rubrique Tech Zoom. Nous allons ensemble découvrir notre dossier du jour. Aborder le numérique comme milieu d'organisation des savoirs et comme objet d'étude est une entrée porteuse de sens pour l'éducation et la formation. Quel est l'apport du numérique dans l'enseignement? Je trouve qu'aujourd'hui, il est essentiel dans l'éducation, dans le nouveau système d'éducation au Sénégal, parce que dans les amphis ou bien dans les classes, le professeur n'a pas le temps de tout énumérer. Parce que nous faisons toutes nos études presque dans l'ordinateur ou dans nos tablettes. En ce moment où nous sommes, on ne peut pas vivre sans le numérique. Et tous les métiers sont influencés par le numérique. Parce que beaucoup d'étudiants travaillent sur le net en fait. Pour combler le cours et pour mieux comprendre. Aussi, on peut même faire des cours à distance avec nos profs. Si nous prenons le cas de l'Université virtuelle du Sénégal, ce sont des étudiants qui sont initiés en informatique. Donc, tous les outils qu'ils font, ils le font sur l'informatique en fait. Ils travaillent sur l'informatique, sur l'ordinateur. Quels sont les enjeux de l'enseignement numérique? D'une part, ça contribue au laxisme des étudiants parce que des fois les étudiants n'ont pas le temps de lire des œuvres ou bien d'apprendre. Parfois on leur donne des TD ou bien des exercices. Ils ne font que copier-coller. Parce que si nous constatons en fait de ce qui se passe dans ce monde, on dirait que l'enseignement numérique est très important ici en Afrique en fait. Parce que beaucoup d'étudiants se sont initiés en informatique. Il y a peut-être quelques difficultés parce que pour faire de l'enseignement sur le numérique, la majeure partie des gens ne sont pas bien familiarisés par l'informatique, l'outil informatique je veux dire. Parfois c'est trop difficile de gérer l'enseignement numérique, mais quand même il y a des avancées et des progrès qui sont très poussés. Les enjeux en question concernent chacun d'entre nous et interrogent notamment les rapports entre sciences et société. Quels sont les impacts sur l'enseignement numérique? Il contribue à la paresse des étudiants parce que quand j'ouvre l'internet, il y a d'autres divertissements. Des fois, tu as des recherches à faire, tu tapes sur Google
des fois on ne te donne pas les résultats qu'il faut, ça c'est un impact. Moi aussi, un étudiant à l'université virtuelle du Sénégal. Là-bas, parfois, on a des difficultés pour bien gérer les cours à distance, sont les cours numériques. Des fois, ils ont un problème à entrer dans la plateforme. Le système, des fois, il est sécurisé, il est tout comme ça. Il y a beaucoup d'impact en fait. On a des problèmes parfois de connexion, parce que ici au Sénégal, c'est difficile de le dire, mais il y a dans les zones qui sont très éloignées, il y a des problèmes de connectivité. Des fois, on peut faire des recherches sur Google sans pour autant avoir les résultats dont on a besoin. Et pour qu'ils puissent maîtriser le numérique, ils ont des fois des problèmes divers. Apprend-on mieux sur un support papier ou sur écran? Moi, personnellement, je suis plus à l'aise dans les supports papier parce que les supports numériques, ça me distrait un peu. J'utilise les écrans plus que les supports papier. Parfois, j'utilise mon écran, mon ordinateur ou bien mon support papier, mais je suis plus à l'aise sur le support papier que sur l'écran. Parce que ça m'aide en fait. Je suis plus à l'aise sur le support numérique que sur le support écrit. Parce que parfois tu as mal au jeu quoi. Le numérique n'est pas seulement un outil de productivité grâce au tableur ou au traitement de texte. Il est devenu une architecture de connaissances collectives. Ismaël Kamara, bonjour. Bonjour Basile. Journaliste, mais vous êtes en même temps le président du réseau des journalistes spécialistes en TIC. Alors, pourquoi mettre en place un réseau de journalistes spécialistes en TIC? Quelle est l'importance? L'important, c'est d'outiller les journalistes dans le domaine de l'économie numérique parce que c'est un secteur qui va très vite. Vous savez, chaque jour, il y a des inventions qui sortent des laboratoires ou dans une chambre d'un quelconque jeune. Et donc, il faudra, par rapport à ça, qu'on ait des journalistes qui puissent traiter de ces sujets-là parce que ce sont des sujets qui appellent à avoir un bagage dans le domaine juridique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la technologie, raison pour laquelle il faut capaciter les journalistes dans ce secteur qu'est l'économie numérique. Alors comment ça va se faire cette capacitation des journalistes? Est-ce qu'il y a des événements qu'on organise souvent pour les aider vraiment à être au diapason de la technologie? Naturellement, depuis le lancement du réseau TIC, il y a 4 ans, il y a pas mal d'actions que les réseaux a mis en place avec les acteurs de l'écosystème. Il y a eu des renforcements de capacités avec la commission de protection des données personnelles sur tout ce qui est protection des données personnelles parce que c'est une nouveauté par rapport aux règles juridiques qui régissent tout ce qui est données au Sénégal. Il y a également les matinées du numérique que le réseau des journalistes en TIC organise en partenariat avec l'organisation des professionnels des TIC optiques. On a réfléchi dernièrement avec le patronat du secteur sur des questions relatives à la cybersécurité. Donc tout cela également entre dans le cadre du renforcement des capacités des membres du réseau TIC quand il s'agit également de basculer de l'analogie vers le numérique en ce qui concerne la télévision. Naturellement, les membres du réseau TIC ont été sensibilisés à l'importance de la TNT. Donc à ce niveau-là, on a tenu toute une journée de réflexion pour voir comment on peut sensibiliser les membres sur les tenants et les aboutissants de ce changement culturel qu'était la TNT. Et ça nous a beaucoup servi dans le traitement de l'actualité relative à la télévision numérique terrestre. Effectivement. Alors, le réseau vient de participer à la 4e édition du forum avec la RTP où c'est un séminaire de partage, d'information. Et une question a été soulevée. On a vu que c'est vrai que les journalistes veulent s'outiller, mais également le problème de financement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui important d'accompagner les journalistes financièrement? Basile, je pense qu'il faut accompagner 100% les médias qui traitent des questions relatives à l'économie numérique, relatives aux technologies de l'information et de la communication. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un secteur qui va vite. C'est un secteur qui contribue à hauteur de 5,6% dans le
PIB, ce qui représente des milliards de francs CFA, même si la manne financière de cet argent émane du secteur des télécoms. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'un secteur qui contribue à ce point-là au développement de l'économie sénégalaise, il faut forcément qu'il y ait à côté une presse responsable pour qu'on ait davantage de contenu qui est de très bonne qualité. Pour cela, il faudra accompagner la presse en ligne spécialisée dans le secteur. Il y a Social Netlink, il y a Innov Africa, il y a pas mal de sites spécialisés du secteur et même la presse traditionnelle aujourd'hui s'est lancée dans la presse web, donc dans la presse en ligne. Mais cette presse traditionnelle-là qui s'est lancée dans la presse en ligne et qui fait des émissions gravitant autour de l'économie numérique, il faudra également accompagner ce genre de presse-là parce que ça va favoriser un bon traitement de l'actualité de l'économie numérique. Donc, mais vous avez quand même évoqué le sujet sur un fonds qui sortirait du fonds l'FD Sud de la RTP. Est-ce qu'il n'y aura pas un malentendu entre l'aide à la presse et ce fonds-là? Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous prenez des grandes démocraties comme en France. Il y a le fonds Google qui accompagne les médias qui sont en ligne parce que ce sont des médias qui alimentent le fil d'actualité de Google par exemple ou de YouTube. Donc aujourd'hui, pour compenser ce manque financier de ces médias-là, Google a mis en place un fonds. D'abord, c'est un fonds qui a démarré en France et qui a été étendu à l'ensemble des médias de l'Union européenne. Pourquoi pas nous, aujourd'hui, on n'aurait pas ce fonds-là, mais avec le Fonds de services de développement universel des télécoms, sachant que c'est un fonds qui représente des milliards et que dans ses rôles, ce fonds est appelé à accompagner des applications et des contenus. Et des contenus, nous en faisons au quotidien, c'est notre matrice, nous travaillons sur ces questions-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudra que les pouvoirs publics mettent en place un fonds dédié aux médias qui traitent de l'actualité des TIC via le Fonds de développement du service universel des télécoms. Aujourd'hui, le directeur général de l'ARTP qui administre ce fonds a accueilli plus ou moins favorablement à cette requête. Mais comme vous le savez, la discussion elle est ouverte puisque les prérogatives dépassent son champ d'action. Donc sans doute il va pouvoir s'enquérir de cette question avec d'autres acteurs qui peuvent avoir un intérêt à cette requête qui a été soulevée par le réseau TIC. En tout cas, merci Ismaïla Camara. Je rappelle que vous êtes le président du réseau des journalistes spécialistes en TIC. Merci de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie, Basiliane. Maintenant, nous passons à votre rubrique Tech Tips. Aujourd'hui, on va parler de DSCP et d'un masque de sous-réseau. Le DSCP, c'est un protocole qui permet à un réseau ou bien un équipement sur le réseau de diffuser des adresses IP automatiquement. Vous avez deux façons. Si vous avez par exemple un réseau de 5 machines, là il est possible de mettre sur chaque machine une adresse IP. Mais imaginez que vous ayez un réseau de 100 machines. Faire le tour sur chaque machine, mettre une adresse IP devient compliqué. C'est en ce moment que vous activez sur un équipement, un routeur ou bien un serveur, ce qu'on appelle le service DHCP. Et en ce moment, ce protocole permet de donner à chaque machine du réseau une adresse IP. Quand on dit une machine du réseau, ça peut être un ordinateur, un téléphone portable. Maintenant, une chose encore très importante, c'est-à-dire si vous avez un réseau de, disons, 400 machines ou 500 machines. Là encore, c'est plus intéressant. Là, on va parler de masque de sous-réseau. Parce que par exemple, si vous vous limitez par exemple à un masque de /24 où on peut définir 3.255.0, avec ça, vous serez limité. Vous n'allez avoir que 254 objets connectés sur ce réseau. Mais si vous passez par exemple d'un masque /24 à /16,
Donc ça veut dire 2 fois 255 et 0 encore. En ce moment, votre réseau est plus important. Vous pouvez avoir plus de 500 machines. C'était tout pour ce tips. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Alors nous arrivons maintenant dans votre rubrique Tech Work. Vous avez l'habitude d'entendre des drones ou bien de voir des drones, mais cette fois-ci, nous vous présentons un drone spécial, le G-Spark. La différence est que le G-Spark, vous pouvez le télécommander avec vos doigts. Nous allons découvrir cet objet. Les drones et autres appareils de modélisme, c'est sympa, mais ça se crache facilement. DJI a imaginé un drone qui se stabilise tout seul, commandé du bout des doigts. Il décolle depuis la paume de votre main et vous contrôlez son vol grâce à votre gestuelle. Par exemple, vous pouvez l'envoyer à distance en lui faisant un signe de revoir. Spark vous permet aussi de prendre des drones. Ce sont des selfies prises depuis un drone, en cadrant avec le pouce et l'index. Outre ses fonctionnalités amusantes, le quadricoptère est aussi très performant, même par vent modéré. Pour aller plus loin dans son utilisation, vous pouvez le piloter depuis votre smartphone. Après le drone maintenant, on vous fait découvrir un outil spécial, une valise intelligente. Et oui, c'est une valise qui est hyper connectée avec votre bracelet électronique. Il suffit simplement d'appuyer et ça marche à côté de vous. Ça veut dire donc fini les histoires de bagages. Découvrez la valise intelligente. Vous rêvez enfin de dire adieu à la galère des bagages trop lourds ou trop encombrants que vous trimballez des heures durant dans les gares et les aéroports? Cette petite merveille de technologie se déplace en toute autonomie, dans le sillage de son propriétaire. Si vous êtes pressé, le bagage s'adapte. Il est programmé pour se déplacer à une vitesse maximale de 6 km/h, ce qui correspond à une allure de marche rapide. Connecté à un simple bracelet électronique qui lui sert de GPS, la valise est équipée de 2 roues motrices, elle-même alimentée par une batterie lithium-ion. Ces capteurs lui permettent de détecter les obstacles sur son chemin et d'éviter ainsi tout risque de collision. Très pratique, cette valise autonome abrite un chargeur de téléphone intégré ainsi qu'un port USB et un capteur d'empreinte digitale dans sa version haut de gamme. J'espère que vous avez très bien apprécié votre émission High-Tech qui tire à sa fin. On se retrouve prochainement. Mais avant cela, on remercie notre partenaire iPlay pour ce magnifique décor. On se retrouve prochainement. Allez!